Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc, merci de nous rejoindre. Nous sommes le vendredi 3 juin 2022 à la une ce soir. La question du loup, le contexte diplomatique ou encore la crise climatique, les thèmes étaient nombreux au programme du congrès de la FDSEA des Savoies ce vendredi. Les agriculteurs veulent interpeller les candidats aux élections législatives. Et puis elles n'ont pas eu lieu depuis 3 ans. Les médiévales d'Andilly nous replongent dans l'univers du Moyen-Âge. Dès ce week-end, nous avons suivi les préparatifs de ce village qui rencontre à chaque édition un franc succès en Haute-Savoie. Les agriculteurs et les éleveurs des Savoies ont aussi leur mot à dire à la veille des élections législatives. Ce vendredi, la Fédération départementale des syndicats d'exploitations agricoles et les jeunes agriculteurs de Savoie et de Haute-Savoie étaient réunis. Ils ont identifié 15 idées à proposer aux candidats à la députation. Loup, brucellose ou encore crise climatique, les enjeux sont, il faut le dire, nombreux sur notre territoire. Emmanuel Jaude était à Murs, aux portes des Bauges, où s'est tenu ce congrès. Reportage. Si l'Assemblée nationale paraît parfois bien loin des exploitations agricoles de montagne, le résultat des élections législatives est amené à impacter toutes les strates de notre société. C'est dans cette optique que les principaux syndicats agricoles de notre territoire ont tenu à déposer leur cahier de doléances à tous les candidats au poste de député. Une feuille de route composée de 15 propositions allant de la sécurisation des ressources en eau aux menaces sanitaires dans les milieux naturels. Clairement, aujourd'hui, je pense que nos parlementaires doivent se saisir de ce sujet-là pour porter ça au plus haut niveau, au niveau des ministères, et aussi faire changer un peu certaines règles qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas d'équité entre nos animaux domestiques et la faune sauvage, puisque nos animaux domestiques, c'est un abattage total, et que la faune sauvage, on n'arrive pas à gérer cette problématique. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet, oui, effectivement, que nos parlementaires doivent se saisir rapidement pour faciliter cette gestion de la maladie et garantir l'état sanitaire de nos troupeaux et des produits qui en sont issus. Les problématiques sont d'ailleurs nombreuses et clivantes dans nos départements. La gestion du loup et autres prédateurs en est le parfait exemple, quelques jours à peine après une série de perquisitions auprès d'agriculteurs de Maurienne, mis en cause dans l'empoisonnement de 2 loups et de 2 gypaètes en 2021. Le fait de faire ces perquisitions-là, ça prouve que ils n'ont pas forcément confiance en nous et ils nous mettent dans un panier où on ne l'est pas. En fait, nous, on ne demande pas une éradication du loup ou quoi que ce soit, mais on demande que les agriculteurs puissent se protéger, puissent se monter en montagne beaucoup plus sereinement. Même nos jeunes, nous, aujourd'hui, ils se demandent demain, quand ils vont s'installer, est-ce que ça vaut encore le coup, vu les risques que l'on prend pour nos animaux et pour eux-mêmes. Mais il faut savoir que si demain on ne monte plus en montagne, si on n'entretient plus la montagne, c'est tout le tourisme et tout le territoire savoyard qui va être remis en cause. Car derrière ces propositions, c'est bien de l'avenir des agriculteurs dont il est question. Un avenir qui paraît encore aujourd'hui bien terne entre les difficultés de rémunération ou d'attractivité de la filière. Quand on a un environnement de travail qui est sain d'un point de vue foncier, qu'on a les moyens de se défendre, qu'on a les moyens de progresser et que l'environnement économique est bon, les jeunes arriveront tout seuls. Donc il faut qu'on continue à travailler tout ça, que nos parlementaires nous aident à porter des lois pour qu'on se protège sur différents points et qu'on soit moteur sur d'autres. Et ce sera plus facile pour les jeunes de venir quand on aura vu les coûts de vie qu'on a dans les deux Savoies. Il faut du revenu, il faut dire la vérité, il faut du revenu en face pour que les jeunes restent habités dans nos départements et qu'ils aient une activité sur place. Si les attentes paysannes sont donc fortes en cette période de crise, tous attendent désormais le nom des futurs députés afin de porter leur message et inquiétude auprès des plus hautes sphères de l'État. C'est historique, le glacier de Pisaya à Val d'Isère n'ouvrira pas cet été. Il accueille d'habitude chaque année les skieurs trop impatients pour attendre la saison d'hiver et surtout les clubs de ski. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le directeur des pistes de Val d'Isère. Bonsoir Cédric Bonnevie. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi avez-vous pris cette décision de ne pas ouvrir le glacier cet été ? Bien écoutez, c'est vrai qu'on avait eu un hiver où malgré les passés 5 mètres de neige cumulée sur la station, le glacier du Pisaya, lui qui est une zone très particulière, vraiment à la frontière, cet hiver, il a été très peu enneigé, peu de retour d'aise qui d'habitude
voilà, le charge en neige et puis beaucoup de vent. Donc voilà, c'est vrai qu'à la fin de l'hiver, on avait des hauteurs de neige qui étaient plus faibles que d'habitude. Et puis ça, avec le mois de mai historiquement chaud qu'on a eu, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec un glacier qui ressemble aujourd'hui plus au glacier qu'on a l'habitude de voir plutôt à la mi-juillet. Voilà. Donc c'est vrai qu'on avait des conditions de sécurité et puis d'agrément pour les clubs qui allaient venir, qui n'étaient pas réunis. Donc on a pris la décision de ne pas l'ouvrir pour cette année. Est-ce que vous êtes le seul glacier concerné cette année par ce phénomène de sécheresse finalement ? Alors, je ne saurais pas vous dire. Il me semble avoir entendu tout de même que d'autres glaciers ont aussi noté cette avance au final de la fonte de 4, 5, voire 6 semaines. Voilà. Après, chacun avec ses particularités arrive tout de même ou décide tout de même d'ouvrir. C'est vrai que nous, on a pris cette décision voilà, en grande partie par rapport notamment à la sécurité pour les jeunes nombreux qui viennent à ces époques. C'est ça, c'est la sécurité qui a primé dans cette décision ? Oui, alors la sécurité c'est sûr, et puis le ski qui était à proposer était aussi allait être aussi vraiment réduit. Et puis on avait une météo, voilà, la météo qui est prévue ces jours aujourd'hui ce week-end entre les chaleurs annoncées, les orages annoncés qui n'étaient pas non plus très favorables. Donc voilà, on a pris cette décision. On n'était pas sûr de pouvoir ouvrir plus que 2 voire 1 semaine, voire si les choses tournaient mal, moins. Donc voilà, c'est l'ensemble des choses qui a motivé cette décision sur le territoire. Comment ça va impacter les équipes des pistes, la station plus globalement ? Alors sur Val d'Isère, il y a 2 choses. Il y a les remontées mécaniques qui sont gérées par la STVI, et puis les pistes, la sécurité qui est gérée donc par nous, par une régie communale. Si vous voulez, ce sont des équipes de personnel permanent que nous avons chacun. Voilà, ces équipes-là, effectivement, elles vont pas effectuer leur mission sur le glacier durant ces 4 semaines. Ceci dit, on a beaucoup de travail autre sur le territoire, que ce soit sur l'entretien, la préparation de l'hiver qui arrive, mais aussi nous, différentes missions sur le domaine, comme nous avons en charge l'entretien des sentiers, la signalisation des sentiers. Donc voilà, ces personnels-là, bien sûr, seront redirigés vers ces travaux un peu avant ce qui se fait les autres années. Et on retrouvera le ski, j'imagine, à l'automne ? Oui, alors nous, on n'ouvre pas le glacier à l'automne, mais par contre, on ouvre la station, bien sûr, à la fin du mois de novembre, pas seulement sur le site de Pissaya, mais c'est bien la station qui ouvrira fin novembre. Merci beaucoup, en tout cas, Cédric Bonnevie, et bonne saison d'été, malgré tout. Et bien sûr, la saison d'été est aussi agréable. Il y a plein de choses à faire chez nous, en dehors du ski aussi. C'est noté. À très bientôt. À bientôt. Comme beaucoup de manifestations, elles font leur grand retour. Les médiévales d'Andilly rouvrent leur parc ce week-end et le week-end suivant. Pour cette édition, les organisateurs veulent marquer le coup. Ils ont choisi de remettre à l'honneur les numéros phares de ces dernières années. Ces week-ends de magie seront aussi ponctués de nouveautés, bien sûr. Manon Toiti et Alex Gontier ont suivi les préparatifs et nous plongent dans l'ambiance médiévale. Jouteurs, acrobates ou encore comédiens, ils sont de retour pour la 25e édition des Médiévales. Ils font partie des spectacles phares de l'événement et parmi eux, un funambule se prépare à retrouver son public après 5 années d'absence ici. Chaussons enfilés, câbles tirés, dernière répétition, le spectacle est prêt à commencer. C'est une grande traversée de funambule, une grande marche comme on appelle, de 120 mètres de long à 20 mètres de hauteur. Voilà, il va y avoir des traversées tous les jours, les après-midi, avec des marches avant, marches arrière, et des saluts de funambules, et plein d'autres choses aussi, plein de belles surprises sur le fil. Et c'est très chouette ici, ça donne toujours des frissons de revenir ici aux grandes médiévales d'Andilly. De nouveaux numéros viennent s'ajouter aux animations plus traditionnelles. À valeur de sabre ou encore marionnettes géantes, tous sont mobilisés pour faire rêver.
Et comme une invitation au voyage, cette année, c'est le Pérou qui est à l'honneur. La communauté des Paru-Paru a exceptionnellement quitté son village pour se rendre au médiéval. On attend trop content que la fête médiévale commence, donc on va bien profiter, nous aussi, de se contacter avec eux, de regarder votre tradition. La fête médiévale, j'ai écouté qu'ils viennent depuis 25 années à peu près, donc c'est une tradition ancestrale qui se conserve ici, donc c'est bien de le conserver aussi quand même. Et ils ne sont pas venus les mains vides, les Paru-Paru ont emmené des tenues traditionnelles à faire découvrir aux visiteurs. Par exemple, ça c'est une petite montre qui s'utilise surtout pour se mettre comme ça, dans le dos, surtout les femmes qui s'habillent de cette manière. Donc il est fait à main et avec la laine d'alpaga. Cette année, plus que jamais, l'heure est aux retrouvailles. Pour les organisateurs, les grandes médiévales ne doivent pas perdre leur caractère chaleureux. Ça reste une fête, ça reste un esprit de fête, ça reste un endroit convivial où on vient à moitié pour voir des spectacles et à moitié pour vivre un moment festif, un moment différent, quel que soit l'âge qu'on a. Après 6 mois de préparation, les 2000 bénévoles mobilisés sont impatients d'accueillir le public. Près de 70 000 personnes sont attendues sur les 5 jours de représentation. Et en cette veille de week-end, c'est peut-être le moment idéal aussi pour planifier une randonnée. Cette semaine, Emmanuel Jaude nous emmène sur les crêtes du Taillefer, une boucle assez simple mais ponctuée de nombreux belvédères et qui peut devenir engagée en fonction des chemins empruntés. Un classique du lac d'Annecy, regardez. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un petit topo, une bouffée d'air frais qui va nous emmener depuis le lac d'Annecy jusqu'à tout là-haut. Les crêtes du Taillefer. Allez, c'est parti, suivez-moi. On a donc posé notre voiture au pied de l'église de Douin pour prendre le petit sentier qui va nous mener en un premier temps sur le chemin de Jésus à la découverte de la grotte de Notre-Dame-du-Lac. Première étape très facile en attendant les crêtes un petit peu plus haut, voire plus pour les motiver et ceux qui n'ont pas le vertige. On va voir ça. Petite rando donc idéale pour une sortie en famille mais qui conviendra aussi aux sportifs avec plusieurs extensions de parcours possibles. Ponctué de nombreux panoramas sur le lac d'Annecy, les bornes et les bauges, l'itinéraire reste essentiellement dans la végétation. Très agréable donc malgré les fortes chaleurs. Je crois que j'ai fait la rando une petite semaine trop tôt. C'est encore blanc, raté. Et après une petite demi-heure, on sort sur les belvédères de la crête. Si le balisage est sporadique, pas ou peu de questionnements sur l'itinéraire, le sentier étant très bien tracé. Depuis la grotte de Notre-Dame-du-Lac, suivre le Crêt du Bourg jusqu'aux Terres Noires à 650 mètres d'altitude. De là, une sente indiquant le mont Gerbet permet de boucler la balade pour les petits marcheurs ou les familles avec des enfants. Pour autant, pour les motivés, c'est là que la randonnée devient véritablement intéressante. Quelques petits passages rocheux mènent en effet à la suite de l'itinéraire. Depuis le parking, il faut donc compter une petite heure de marche pour atteindre le point culminant, le fameux Crêt du Bourg et son belvédère aménagé à 765 mètres.
Après 1 heure de marche, on a fait vraiment l'essentiel du dénivelé. On arrive vraiment sur les beaux points de vue du petit lac, comme vous pouvez le voir derrière moi, bout du lac, Doussard, La Tuile, Chaparon et la réserve au fond. Bref, un super panorama. Mais je crois que nous, on continue juste encore un petit peu derrière. À partir de là, on arrive sur la carrière. Sur son côté sud, il faut rester vigilant. Une sente discrète part sur la gauche, jalonnée de petits cairns. Moyennant un pas d'escalade facile, on arrive au passage des Serrassons. Itinéraire engagé, très vertical, même si la végétation dense permet de ne pas se rendre compte de la falaise en contrebas. Une main courante permet de rester sur le bon itinéraire. Pas vraiment de difficulté pour les personnes ayant le pied montagnard, même si le chemin peut vite devenir glissant avec la pluie. Moyennant quelques pas de désescalade facile et une échelle, on retrouve assez vite le plat. De là, suivre le sentier jusqu'à la piste forestière que l'on suit par la gauche. Une piste qui vous ramènera sur Brédannes et les bords du lac. De là, on atteint rapidement la piste cyclable qu'il vous faudra suivre jusqu'à votre point de départ. Pour ce tour, il vous faut compter 3 bonnes heures en prenant en compte la petite pause déjeuner avant la redescente. Un classique du lac d'Annecy qui peut pourtant être parfois victime de son succès, surtout en période estivale. Et soyez prudents et attentifs bien sûr aux conditions météo si vous décidez de partir en montagne. Ce journal touche à sa fin et nous nous quittons avec de belles images de VTT envoyées par la station de Morzine qui ouvre son domaine aux pilotes les plus impatients ce week-end pour 3 jours. Il sera ouvert le week-end du 10 juin également et on continue à partir du 17 juin. Restez avec nous pour la suite de vos programmes. Juste après la météo, vous retrouvez un numéro inédit de votre émission en tête-à-tête présenté par Luc Arruche. Il a rencontré Philippe Paccard, le dirigeant de la fonderie de cloches située sur les bords du lac d'Annecy. Ne manquez pas aussi le débat de la 5e circonscription de Haute-Savoie ce soir à 19h sur notre antenne. Je vous souhaite un très bon week-end. Rendez-vous mardi pour une nouvelle semaine d'actualité.